Kairé à toutes et tous. Pour la prochaine vidéo, j'ai envie de traiter d'une bataille historique, des armées en place, de tactiques militaires. Donc je vous demande de me proposer dans les commentaires une bataille de l'Antiquité, grecque archaïque, classique ou hellénistique. Donc, vous choisissez et je vous ferai une vidéo sur cette bataille. Je prendrai parmi les 3 premières. On garde toujours le même principe. Et aujourd'hui, nous allons parler de Périclès, puisque c'est le personnage que j'ai choisi sur les 3 commentaires qui m'étaient proposés durant la dernière vidéo. Alors, parlons un peu de ce grand homme qui a été extrêmement influent pour toute l'histoire de la Grèce classique, notamment parce que il a modifié durablement toute la géopolitique de sa cité, Athènes, qu'il a dirigée vraiment avec un grand leadership pendant plus de 30 ans, et qu'il a influencé pendant plus de 40, et enfin, parce qu'il est le chaînon qui relie les guerres médiques aux guerres du Péloponnèse. Les 2 autres personnages qu'on m'avait proposés, c'était Thémistocle ou Alcibiade. Or, Thémistocle est lié aux guerres médiques, et un jour, je vous ferai une série de vidéos sur les guerres médiques. Donc, je garde Thémistocle de côté. Quant à Alcibiade, il est profondément lié à la guerre du Péloponnèse, et un jour, je vous ferai des vidéos liées à l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Donc en attendant, vous allez avoir l'histoire d'un personnage qui a été le pont entre les 2 périodes. Et ça se comprend très bien en regardant ses dates de naissance et de décès. Il est né en 495 avant notre ère, juste avant le début des guerres médiques, et il est mort en 429 avant notre ère, au tout début de la guerre du Péloponnèse qu'il a participé à déclencher. Donc voilà, c'est de ce grand homme que nous allons parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on reprend un petit peu les bases. Qui est Périclès? Périclès, c'est un grand aristocrate de la ville d'Athènes. Il est le fils de Xanthippe. Alors Xanthippe, c'est un personnage qu'on entend pas, on en entend parler dans les textes d'Hérodote, dans l'enquête, puisqu'il participe aux guerres médiques. Il a été exilé par Miltiade, il a été forcé à l'exil, ostracisé par son adversaire politique qui était Miltiade, qui était lui aussi un grand homme influent d'Athènes et qui avait notamment participé à la victoire de Marathon. J'en parlerai si je parle des guerres médiques. Il était aussi un opposant de Thémistocle, et cet homme, Xanthippe, était un influent politicien athénien. Et sa mère est une Alcméonide du nom d'Agaristée. Les Alcméonides, ce sont une des plus grandes familles, des plus prestigieuses familles de toute la ville d'Athènes. Voilà. Vous imaginez le haut du panier athénien, bah voilà, il est en plein dedans. Et pendant sa jeunesse, il va recevoir de très bons précepteurs, une éducation d'excellence, mais surtout, alors on n'a pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a grandi dans un contexte très particulier. Athènes vient à peine de devenir une puissante démocratie. D'ailleurs, si je ne m'abuse, sa femme est la nièce de Clisthène, sa mère est la nièce de Clisthène, c'est-à-dire le grand réformateur de la ville, grand réformateur démocratique. Donc, il est en plein cœur d'un grand changement social et politique au sein de la ville. Ensuite, il est au cœur des guerres qui vont mener à la confrontation entre le monde grec et perse, et mener Athènes à développer sa puissance sur ses voisines. D'abord, sur sa voisine la plus proche, Égine, mais surtout pendant la première guerre médique. C'est Athènes qui, techniquement, va battre les Perses à la bataille de Marathon, donc elle a un sort grandi. Dans l'entre-deux-guerres, elle connaît des grandes réformes sociales menées par Thémistocle, qui commence à entrevoir une thalassocratie qui dominerait toute la mer Égée et qui permettrait de freiner l'avancée des Perses. Cette stratégie porte ses fruits en 480 et 479, lorsque Athènes, bien que prise, résiste, je vous fais le résumé des guerres médiques, mais c'est obligatoire, résiste aux Perses et permet ainsi aux Athéniens, à la sortie de cette guerre, de fonder ce qu'on appelle la Ligue de Délos, une puissante ligue coalisant normalement toutes les cités de la mer Égée, ou du moins la plupart des cités grecques de ce coin-là. Et normalement qui avait comme visée de coaliser toutes les cités grecques, mais évidemment certaines puissantes comme Thèbes, Sparte, Athènes, Corinthe ont refusé. Donc il a grandi dans un contexte très particulier, très dynamique, qui ont dû l'enrichir personnellement
et surtout le nourrir politiquement. Alors, à la fin de ces guerres médiques, il va entrer en politique. Alors son père était un grand politicien qui avait été ostracisé par ses adversaires, Thémistocle. Il connaît tous les grands camps politiques de sa cité, puisque son père a été confronté à ces derniers. Et il va se démarquer surtout en 472, sa vraie grande entrée en politique connue, c'est 472, puisque à cette date-là, il est corrège, c'est-à-dire en fait c'est une magistrature athénienne où vous êtes chargé de l'organisation, notamment de jeux musicaux ou théâtraux. Et sur vos fonds, vous devez financer des pièces de théâtre. Et lui, il va gagner les grandes fêtes en l'honneur de Dionysos, puisqu'il va financer la pièce Les Perses de Échille. Immense succès artistique, dont on entend encore parler aujourd'hui, puisque c'est une pièce que l'on peut lire, et dans lequel, en fait, on voit qu'il prend parti, finalement, pour les partisans de la démocratie, et les partisans, finalement, les anciens partisans de Thémistocle, puisque dans cette pièce, Thémistocle est assez bien présenté. Et il s'oppose, en fait, au camp très aristocratique, alors que lui-même est un aristocrate, c'est classique, très aristocratique, de Miltiade et de ses descendants, notamment Simon. Donc, il fait son entrée en politique à cette période. Il est marié à une lointaine cousine du nom de Dinomaque, qui elle aussi est une descendante de grandes familles aristocratiques, et avec elle, il aura 2 fils. Et finalement, pour nouer des alliances politiques, il va remarier sa propre femme à un de ses alliés politiques qui s'appelle Clinias. Ça, c'est une parenthèse. Alcibiade est lié à Périclès par cette femme. Pourquoi ? Parce que Dinomaque, marié à Clinias, aura comme fils Alcibiade. D'accord ? Donc en fait, c'est le fils de son ex-femme pour Périclès. Et lorsque Clinias va mourir, Périclès va adopter le jeune Alcibiade. Fin de la parenthèse sur Alcibiade. Alors, j'avance sur sa prise de pouvoir. Progressivement, il devient un personnage central de la politique athénienne. Et donc de 472 à 461, il commence à diriger un petit peu la cité. Il a des adversaires politiques et en premier lieu Simon, qui est le chef du parti aristocratique. Alors, face à Simon, il va mener... Alors, Simon, c'est le fils de Miltiade, c'est un aristocrate, il a des intérêts en Chersonèse, tout comme Miltiade en avait, donc c'est-à-dire dans le nord de la Grèce, pas loin de la Thrace, et c'est un politicien qui, on va dire, entre les années 472 et 461, vous allez voir, cette date est importante, a un peu le leadership sur la politique de la cité. Il ne tient pas complètement la cité, mais il décide de pas mal de choses. Notamment, il décide des expéditions militaires en Thrace. Il décide d'expéditions militaires, notamment contre les Perses, qu'il va mener. D'ailleurs, il va mener à plusieurs victoires au niveau du pont, Simon. Mais en 461, il va réussir à... alors, en plus de ça, Simon avait mis au pas, on va dire, les villes de Naxos et de Thasos, qui déjà à l'époque avaient commencé à vouloir obtenir leur indépendance et sortir de la Ligue de Délos. Voilà. Puisque la Ligue de Délos, normalement, c'est une alliance entre cités. Or, certains des coalisés veulent à un moment sortir de cette alliance pour ne plus payer le tribut, parce qu'ils considèrent que Athènes s'accapare une partie des richesses, à raison, et Simon va mater les rébellions. C'est le début de la thalassocratie athénienne, où en fait, d'une alliance, elle va progressivement passer vers une hégémonie et des vassaux, pour parler avec des termes contemporains. Et donc Simon, c'était un politicien assez puissant, qui a mené des guerres, et il va le mettre à bas, notamment grâce à ce qu'on appelle l'ostracisme. Alors l'ostracisme, si un jour vous me demandez, on vous fera une belle vidéo sur toute la politique à Athènes, c'est assez complexe, donc je ne vais pas en parler ici, mais il y a plein de choses, mais l'ostracisme, c'est un moyen qu'ont les politiciens pour exiler un politicien adverse pour 5, 10, 20 ans, parce que ce dernier a fait des fautes. Et en fait, c'est un poids qui pèse sur les politiciens pour leur éviter de faire n'importe quoi, parce qu'ils risquent d'être exilés de la cité. Voilà, pour résumer. Et en fait, pendant l'absence de Simon, qui fait la guerre, Périclès va réussir à faire passer une motion à Athènes, diminuant le poids d'une des institutions qu'on appelle l'aéropagie, qui était le principal soutien de Simon. Je résume, il l'a fait à l'envers à Simon pendant son absence. Quand Simon revient, il y a des votes qui sont lancés. Simon est considéré comme étant partisan de Sparte, et en effet, il a une proximité avec les Spartiates. Il avait promis d'aller les aider pendant les révoltes d'esclaves,
enfin Dilote, que connaissait Sparte, il est parti avec Athènes avec des armées, et en fait Sparte a dit non, non, mais on n'a pas besoin de vous. Bon, voilà. Du coup, il s'est pris un gros vent, Simon, il revient à sa cité, et on dit, bah voyez, vous soutenez Sparte, alors que Sparte, en fait, nous donne des camouflés comme ça. Donc, il s'est fait, en fait, ostraciser pour cette raison, pendant 10 ans. Donc, sans adversaire politique, il va devenir le chef incontesté de la ville. Il est le stratège de la cité, et à partir de là, il va enclencher tout un ensemble de réformes. Et on va dire que de 461 à 429, il dirige complètement la ville. Voilà. Il est le chef de la cité, et même s'il a des revers politiques, on peut considérer que le chef d'Athènes, c'est Périclès. Si bien qu'on appelle ça, certains disent c'est le siècle de Périclès, le 5e siècle, c'est surtout 461 à 429, 32 ans, où il règne vraiment sur Athènes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pendant toute cette période? Tout d'abord, il va enclencher un ensemble de grandes réformes sociales. Parce qu'en fait, certains ont dit que c'était un grand démagogue, puisqu'il s'appuie sur la population pour maintenir son pouvoir. Donc, en gros, les réformes sociales sont multiples. Les pauvres ne sont plus obligés de payer pour aller au théâtre. Les pauvres vont être dédommagés, ça fait beaucoup de bruit, dédommagés lorsqu'ils vont être appelés, puisque c'était tiré au sort, par le tribunal d'Athènes à devenir des jurés. Et donc ils vont perdre des jours pour aller travailler, et donc les pauvres ne pouvaient pas répondre à cet appel, et ça laissait un peu cette place-là aux gens qui avaient de l'argent. De même, il va baisser le seuil d'argent nécessaire pour certaines magistratures. En gros, dans Athènes, tout le monde votait, mais vous ne pouviez pas exercer des charges politiques si vous n'aviez pas un certain salaire. Pourquoi ? Parce que si vous n'aviez pas assez d'argent, on considérait que vous alliez devoir travailler, puisque les charges n'étaient pas payées. Vous étiez président, vous n'étiez pas payé, pour résumer. Même c'est vous qui payez pour pas mal de choses. Donc on considérait que si tu n'as pas l'argent pour exercer cette charge-là, tu vas devoir travailler dans tes champs, tu ne vas pas pouvoir faire ton travail de politicien, et du coup, la cité va y perdre. Donc, ne peuvent postuler à des hautes charges administratives et de gestion que les citoyens qui ont assez d'argent. Et lui, il descend ces tarifs-là, et en plus, il monte, en fait, les rémunérations, les dédommagements, c'est plutôt pensé comme ça, c'est pas une rémunération, les dédommagements pour les jours où les pauvres ne peuvent pas aller travailler lorsqu'ils doivent exercer des fonctions politiques. Et ça est très important pour l'histoire de la guerre, il va être un des premiers à rémunérer aussi les hoplites qui partent pendant longtemps, parce que Athènes commence à faire des guerres très lointaines, et du coup, eh bien, le modèle classique où l'hoplite part pendant quelques semaines et revient à la maison travailler son champ n'est plus possible. Parfois, il part pendant 6 ou 7 mois, donc la saison est perdue. Donc on va le payer, l'hoplite, pour qu'il puisse lui-même acheter ou payer des esclaves ou des employés pour travailler ses terres, pour pas qu'il perde son statut et qu'il puisse servir la cité. Donc en fait, le citoyen guerrier devient un citoyen soldat grâce à Périclès. C'est des réformes qui sont fondamentales pour l'évolution de l'histoire de la Grèce, vraiment, puisque pendant la guerre du Péloponnèse, toutes les cités vont adopter ces mesures. Donc lui, il anticipe ça, notamment parce qu'à cette période, il est en train d'annexer réellement tous les alliés de la Ligue de Délos. En fait, en 454, il déplace le trésor qui était à Délos, donc une île au cœur des Cyclades, et qui est une île très importante, un grand sanctuaire panhellénique, et il déplace ce trésor au cœur d'Athènes, parce qu'il dit que c'est trop menacé. Voilà, le trésor est menacé, je l'amène à Athènes. Des alliés se soulèvent face à ça, il a des combats dans le Péloponnèse, parce qu'en fait les Péloponnésiens sont pas d'accord avec ça. Bon, la guerre est assez chaotique, finalement il arrive un peu à calmer tout le monde, et finalement en 451, il va réussir à monter une sorte de coalition pour partir en guerre, notamment contre les Perses, pour soulever en fait l'Égypte, qui cherche des appuis extérieurs, pour se révolter contre la Perse. Bon, l'expédition est un échec catastrophique, donc j'en parle pas ici, peut-être que ce sera un sujet complet. C'est un énorme échec, un gros revers pour Athènes, mais ça lui permet d'asseoir son autorité un peu plus sur la Ligue de Délos pour dire, vous voyez, les Perses sont toujours là, c'est toujours une menace. En plus, à la même période, ça fait 10 ans que Simon, son ancien adversaire politique, a été ostracisé. Ce dernier est revenu dans la ville et ils ont fait un pacte entre les deux camps, aristocratiques et démocratiques, dans cette période de crise, ce qui va en fait finalement renforcer Périclès, parce que malheureusement pour son adversaire, Simon, qui va partir à Chypre pour conquérir l'île et qui va l'emporter à la bataille de Salamine de Chypre, va mourir de maladie peu de temps après. Ce qui fait qu'il récupère les bénéfices
des actions de son adversaire politique, et il devient le chef finalement des partis aristocratiques et démocratiques. Donc là, on va dire qu'en 450, il a une hégémonie totale sur la politique de sa cité. Alors, évidemment, on a des villes qui se révoltent lorsque le trésor de Délos est déplacé, notamment la ville de Milet, qui va rentrer en rébellion, et d'autres petites villes. Il va mater les rébellions. Donc là, Athènes commence à montrer à toutes les cités de Grèce qu'elle cherche son propre pouvoir, son propre intérêt. Et par la même occasion, Périclès, en 449, tente de calmer tout le monde et de faire un grand congrès panhellénique pour dire mais non, on va refonder les alliances, c'était pas grave, on a peut-être fait des erreurs. Congrès auxquels ne vont pas aller la plupart des ennemis d'Athènes, enfin pas encore ennemis désignés, mais ennemis politiques, comme Sparte, comme Corinthe. Bon, ils vont signer une paix finalement entre eux un peu plus tard, et ça je vais en parler tout de suite. Alors, juste point important, il va à la même période, en 447, imposer la drague athénienne à tout l'empire économique athénien, ce qui fait que toutes les cités qui n'ont pas des drachmes athéniennes ne peuvent pas commercer facilement avec cet immense empire thalassocratique, donc c'est un problème. Sur le change, il va y gagner, et donc la cité va s'enrichir, et grâce au trésor de Délos, qui est issu, je rappelle, normalement le trésor de Délos, c'est tous les alliés d'Athènes, de la Ligue, qui payent pour la défense face aux Perses. Voilà. Et Athènes va commencer à interdire les cités de faire des remparts, de créer des flottes en disant « vous payez plutôt que de financer ce type d'armement. Nous on récupère, on crée notre flotte, on crée nos remparts, et grâce à ça, on vous protège. » Sauf que, grâce à cet argent, il va aussi monumentaliser le centre de la ville, et notamment, il va construire le Parthénon. En fait, les monuments qu'on connaît aujourd'hui au Parthénon, ce sont des monuments qui ont été enclenchés par Périclès et qui sont dirigés par un de ses grands amis d'enfance, je crois, qui est Phidias, grand architecte et sculpteur. Alors, Périclès est un homme de lettres, il développe les arts dans la cité, ça devient le cœur de la vie politique dans le monde grec, artistique et culturel dans le monde grec. Et c'est pas pour rien qu'à cette période, Hérodote écrit, voilà, et qu'on a les grands philosophes qui commencent à venir ici et à écrire. D'ailleurs, on sait que parmi les professeurs ou amis de la jeunesse de Périclès, on a des grands noms, on a Phidias, j'en ai parlé, Protagoras d'Abdère, peut-être que ce nom vous dit quelque chose en philosophie, c'est un sophiste, donc il lui a appris très probablement à bien parler. Il a eu Zénon d'Élée, donc l'école italique, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur la philosophie, Zénon d'Élée, mais il a aussi Anaxagore comme un de ses plus proches amis. Donc en fait l'école aussi Dionie. Donc Athènes devient un peu le centre philosophique de toute la Grèce. Et c'est pour ça que c'est là-bas que vont apparaître Socrate, Platon, Aristote. J'en parle pas ici. Et Périclès développe la cité, et il le développe grâce à l'argent des alliés. Voilà. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que grâce à ça, il renforce sa position d'un point de vue politique et démocratique, parce que, en gros, il donne de l'argent au peuple. Plutôt que d'employer des esclaves, il fait travailler la population, et il la rémunère, et à très bon prix. Il la rémunère pour ramer dans la flotte, qui commence à devenir immense. Il les rémunère pour construire et refortifier la cité, et notamment les longs murs, qui permettent de relier Athènes au port et d'en faire presque, en fait, finalement, une île, imprenable si on ne tient pas la mer. Et en plus, ça finance tous les ouvriers qui travaillent sur le chantier du Parthénon. Donc, c'est tout bénef pour Athènes, et finalement, ça ne sert pas beaucoup les intérêts du reste de la Ligue de Délos. D'autant plus que, pendant ce temps, il a signé la paix, ce qu'on appelle la paix de Callias. Il a signé la paix avec les Perses. Donc, il ne fait même plus la guerre aux Perses. Voilà. Et là, il commence à se tourner vers sa politique plutôt, on va dire, continentale. Je vous ai dit, il a eu un échec dans une expédition en direction donc au milieu du 5e, en direction du Péloponnèse, je crois en 454. Vers la même période, donc, il va envahir et mettre au pas l'Eubée, puisque l'Eubée, en fait, s'est révolté. Et il va aussi participer à ce qu'on appelle la deuxième guerre sacrée. C'est des guerres qui sont par rapport au territoire de Delphes, qui est un grand sanctuaire panhellénique, et dont le contrôle du territoire est très fructueux. Et en fait, il va soutenir des Phocidiens et des démocrates dans cette région, qui vont gagner d'ailleurs, et il va soutenir la démocratie à Thèbes. Donc il est en train, en plus, par la politique, par la démocratie, par ce régime politique, d'imposer une hégémonie politique à ses voisins continentaux. Et comme il y a une révolte en Eubée, par rapport à tout ce que je vous raconte, l'Eubée, c'est la grande île en long qui est juste à côté de l'Attique et de la Béotie, donc pas très loin d'Athènes. Il va envoyer une armée
et il va mater la rébellion. Alors pendant ce temps, Sparte envahit le territoire d'Athènes, parce que là, c'en est trop. Finalement, il va réussir à corrompre presque Sparte. On ne sait pas vraiment, mais en gros, il va payer pas mal d'hypothèses disent qu'il a payé en fait les chefs de l'armée spartiate qui se sont retirés. Et en fait, chaque année, Athènes payait pour faire attendre les Spartiates avant qu'ils rentrent en guerre. Je résume simplement. Donc Sparte, en 446, arrête son invasion, ce qui fait qu'il peut repartir et finir de conquérir le B et de mettre au pas le B. Donc il va faire des grands exemples, ce qui font que les différents alliés, entre guillemets, tributaires plutôt de la Ligue de Délos, n'oseront plus se révolter, en sachant d'autant plus que Sparte ne viendra pas forcément les idées. Alors Sparte, elle a fait une erreur politique à ce moment-là, parce que ça va permettre à Athènes de gagner énormément de temps et d'avancer. Et Périclès savait que la confrontation avec Sparte serait obligatoire un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, il temporise. En 442, alors en plus, entre-temps, en 445, il s'est remarié à Aspasie. Donc allez voir la vidéo que j'ai faite sur les femmes célèbres, je parle de cette femme. C'est un scandale politique, parce que c'est une étrangère, peut-être une prostituée, bref. On va dire que les ennemis politiques de Périclès reviennent un peu en force et essayent de le renverser en attaquant en fait ses proches, sa nouvelle femme ou concubine, et notamment Phidias, qui va être accusé de détourner de l'argent donc à cette période. Donc Périclès arrive à renverser un peu tous ces complots politiques, mais ça le ralentit un petit peu. Mais en 442, il a fini. Il en a fini avec la plupart de ses opposants, qu'il met complètement au pas. Et en 440, il part mater une révolte à Samos. En fait, Samos était entré en guerre contre Milet, donc deux villes qui faisaient partie de la même alliance normalement, donc ça, Athènes ne pouvait pas le tolérer. Milet était en train de perdre, or Milet, c'était la ville natale de sa femme, donc il vient en aide à Milet, il propose qu'Athènes soit en fait une sorte d'arbitre dans leur conflit. Samos refuse parce qu'elle sait qu'elle risque de perdre beaucoup là-dedans et qu'en plus elle était en train de gagner la guerre. Elle considère que ce n'est pas les affaires d'Athènes, qu'ils doivent gérer l'argent de l'Alliance et la guerre contre les Perses, mais pas les guerres internes. Athènes considère que c'est une trahison à l'Alliance, attaque Samos, met un siège terrible qui dure plusieurs mois. Périclès mène le siège et triomphe de Samos, où il renverse le régime monarchique ou aristocratique, je ne me rappelle plus exactement, et il met en place un régime démocratique. Alors dans toutes ces années-là, Périclès se tourne vraiment vers le contrôle final de la mer Égée parce que sa politique continentale a été complètement renversée, notamment parce qu'à Thèbes, donc la ville voisine, il y a eu un changement politique. Les démocrates ont été renversés par les aristocrates, donc il y a une guerre civile. Les aristocrates thébains sont opposés aux démocrates d'Athènes, puisque Athènes soutient les démocrates. Il y a une bataille qu'on appelle la bataille de Chéronée, donc je reviens un peu en arrière, on est en 447 avant, et finalement les Thébains vont battre les Athéniens, et ça oblige Athènes à un peu abandonner sa politique, notamment à Delphes et en Béotie. Voilà. Donc il se tourne complètement vers la mer, Périclès. Et il comprend que là, sur ce terrain-là, personne ne le bat, et il domine complètement la plupart des cités qui commencent à payer un énorme tribut, c'est énorme, à la ville. Et finalement, il comprend que la guerre avec Sparte va être inévitable, et il ne faut pas laisser l'alliance se renforcer, et qu'il faut profiter de son avantage, montrer la puissance. Et pendant les années 440 à 433, il renforce la position d'Athènes en mer Égée, et en 433, il passe à l'offensive, d'une certaine manière, puisque, et ça c'est les causes du déclenchement de la guerre du Péloponnèse, il soutient Corcyre, qui est une ancienne colonie de Corinthe, contre Corinthe, parce que Corinthe c'était la deuxième grande rivale finalement maritime et commerciale pour Athènes, donc elle affaiblit Corinthe de deux manières, en assiégeant une de ses colonies, Potidée, en Chersonèse, et en soutenant l'indépendance d'une autre de ses villes, d'une autre de ses colonies, Corcyre, qui est là de l'autre côté, elle est au niveau de la mer Ionienne, donc c'est le chemin qui mène à l'Italie, donc qui donne accès au commerce dans cette région, et il soutient l'autonomie de la ville de Corcyre, et il envoie une flotte qui vont battre les Corinthiens. Donc évidemment, ça va mécontenter tous les Corinthiens. En plus, ils fondent ce qu'on appelle des cléroukies. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Olbia, vous savez ce que c'est. Ce sont des implantations durables militaires données à des citoyens d'Athènes dans des territoires adverses ou lointains qui permettent de contrôler des points stratégiques. Il en fonde à Naxos, donc en plein milieu de la mer Égée, en Chersonèse et à Touroï. Touroï, c'est en Italie du Sud, donc en Grande Grèce. Donc il commence à dispatcher un petit peu cette thalassocratie et à l'étendre de partout. Il étouffe Corinthe en la privant de deux points commerciaux très importants,
à l'est et à l'ouest de la Grèce continentale. Et enfin, il s'attaque à une autre grande rivale commerciale qui est Mégare, sur laquelle elle fait un embargo commercial. En gros, sous un prétexte sacré, Mégare, qui est pourtant une alliée de Sparte, ils lui interdisent l'accès à tous ses ports. Or, comme Athènes a le contrôle avec toute la Ligue de Délos de toutes les îles de la mer Égée, c'est revenir en fait à annuler toute la possibilité de commerce pour la ville de Mégare. Mégare est étouffée économiquement, elle ne peut pas y survivre. Et du coup, les alliés enfin, Corinthe et Mégare vont s'allier. Thèbes veut attaquer Athènes qui est en train de prendre trop d'influence dans la région. Et finalement, ils vont partir en direction de Sparte et appeler à leur secours les Spartiates. Ils savent que sans Sparte, ça va être très compliqué. Ils vont réussir. Alors là, c'est le début de la guerre du Péloponnèse. J'en parlerai en détail lorsque je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour résumer, ils vont réussir à convaincre le Sparte d'intervenir. Et Sparte va envoyer des ultimatums à Périclès. Périclès doit annuler à minima son embargo commercial sur Mégare. Et Périclès, là, va avoir une position très ferme. Et il va tenir cette position par rapport à ses alliés et par rapport aux citoyens d'Athènes. Alors là, c'est pas du tout démagogique. C'est pour ça qu'on considère qu'il ne pensait pas qu'à ses intérêts, il pensait aussi aux intérêts de sa cité. Et il va leur dire, en gros, et ça c'est Thucydide qui nous le rapporte, si on cède maintenant, Sparte demandera toujours plus. Nous avons l'avantage. Ça ne se voit pas. Vous pensez que Sparte peut nous vaincre sur le terrain. C'est vrai. Mais nous avons l'avantage, d'un point de vue économique, d'un point de vue maritime. Nous devons profiter de cet avantage, le pousser, gagner du temps, étouffer économiquement notre adversaire, et c'est lui qui va finir par céder. Et nous aurons conservé tous nos acquis. Et eux vont perdre de leur influence et se ridiculiser. Donc Périclès est convaincu qu'il peut l'emporter. Périclès refuse l'ultimatum de Sparte, et la guerre est déclarée. Et c'est là où Périclès va aussi changer l'histoire de la Grèce, c'est qu'il va modifier la stratégie militaire de sa cité, en refusant de défendre le territoire de l'Attique, ce qui va choquer tout le monde grec. Il va vraiment mettre un point, c'était déjà bien en cours, mais il va mettre un point final à ce qu'on appelle la guerre rituelle qui était en place jusqu'alors. Puisqu'en gros, Corinthe, Thèbes et Sparte rassemblent des milliers d'hoplites, vont assiéger Athènes. Athènes n'a pas assez d'hoplites pour l'affronter, elle pourrait sortir, normalement elle devrait sortir, pour accepter un petit peu le défi. Mais Périclès va enjoindre à ses citoyens de prendre leur mal en patience, d'accepter cette humiliation, de voir leur territoire occupé, leurs oliviers arrachés, d'avoir une perte économique sur le territoire, parce que finalement, pour eux, c'est pas grand-chose. Maintenant, le territoire d'Athènes, c'est rien. C'est l'empire commercial, c'est l'empire maritime qui rapporte à la ville. Donc il ne faut pas tout risquer dans une bataille décisive. Il faut temporiser, il faut porter la guerre chez eux pendant que eux sont chez nous. Vous voyez ? Notamment parce que, ils ont des remparts et qu'ils ne peuvent pas mourir de faim au sein de la cité. Donc il rassemble toute la population dans la cité, ça aura des graves conséquences, évidemment, et il les enjoint de ne pas sortir. Or, ça va complètement décontenancer les alliés, Corinthe, Thèbes et Sparte, qui vont en gros repartir bredouille, parce que après un petit siège, tous ces paysans-là, tous ces hoplites paysans, doivent revenir chez eux pour travailler dans leurs champs. D'autant plus que pendant ce temps, Athènes a envoyé ses troupes sur les territoires adverses et commence à lever des révoltes. Donc du coup, ils sont obligés de rentrer chez eux. Donc c'est une énorme perte de temps et de moyens pour les coaliser. Donc le début de cette stratégie marche bien. Malheureusement, pendant le siège, va se déclencher ce qu'on appelle la peste d'Athènes. Alors c'est pas réellement une peste, j'en reviendrai si je parle de ça. Peut-être que j'en parlerai parce que c'est un peu la période, mais bon, on verra. Mais en gros, il y a une immense épidémie qui se déclenche dans la ville, parce que évidemment, c'est une ville qui est un immense empire commercial, donc on a des maladies qui circulent beaucoup plus facilement que dans les autres cités. On connaît bien ça dans un monde mondialisé, évidemment. Et en plus de ça, tout le monde est serré au sein de la cité, puisqu'il a rapatrié toute la population de l'Attique. Et du coup, l'épidémie va se propager à une vitesse exponentielle. Il va perdre ses 2 fils, coup dur, sa sœur. Lui ne meurt pas. L'année d'après, en 430, donc en pleine guerre du Péloponnèse, Athènes a été exsangue de cette épidémie terrible. Elle renverse Périclès, donc Périclès perd son leadership. Il y a des opposants politiques qui disent que c'était une stratégie absurde et tout ça, qui les a menés à la catastrophe. Mais finalement, lorsque les Spartiates, les Corinthiens et les Thébains reviennent assiéger la ville, les Athéniens ne savent pas quoi faire et reconfient leur destin à Périclès qui les a menés quand même victorieusement pendant plus de 30 ans. Et Périclès aurait pu mener la guerre du Péloponnèse et la gagner peut-être, mais ça on ne le saura jamais parce que malheureusement pour lui, en 429, il va lui aussi contracter la maladie, il va résister, il va agoniser pendant plus de 6 mois et il va mourir malheureusement complètement éreinté
par tout ça. Et il va laisser sa cité dans une situation catastrophique, puisqu'elle est en pleine guerre. Elle a certes l'avantage, il a mis en place une doctrine qui doit fonctionner tant qu'on refuse les grands affrontements, les grands combats d'hoplites. Et d'ailleurs, tant qu'ils feront ça, Athènes vont l'emporter. Mais malheureusement, il va laisser en fait un champ de bataille politique au sein de la cité. Parce que à sa mort, eh bien, tous les politiciens qui étaient muselés vont revenir sur le devant de la scène. Et eux, ils ont bien compris comment Périclès avait fait sa politique. Ils vont s'inspirer de lui, mais ils vont faire de la pure démagogie qui ne suit pas aussi l'intérêt du peuple et de la cité, mais qui ne suit que leurs propres intérêts. Là où on ne peut pas enlever à Périclès une chose, c'est que Périclès, toute sa vie, même s'il s'est enrichi grandement, évidemment, et qu'il a fait un petit peu comme il le souhaitait d'un point de vue vie privée, même s'il s'est enrichi grâce à sa position au sein de la cité, a toujours œuvré à grandir la puissance d'Athènes. Et en a fait la superpuissance qui a réussi, en cette fin du 5e siècle, eh bien, à tenir tête pendant toute la guerre du Péloponnèse eh bien, au reste du monde grec. Et ça, c'est pas rien. Merci à toi, Périclès, d'autant plus que tu nous as laissé le plus beau monument, alors c'est pas toi qui l'as construit, mais c'est toi qui l'as enclenché, le plus beau monument que l'on connaît et qui est le plus visité en Grèce aujourd'hui, le Parthénon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on vous traitera la prochaine fois d'une bataille. En attendant, portez-vous bien.